Je vais essayer de faire une présentation qui est plus orientée vers l'histoire, qui d'ailleurs complète un peu ce que vous a dit Jean-François Simona. Alors, il faut commencer par dire un peu ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower se trouve en face d'une situation stratégique qui a changé radicalement du fait de l'usage de l'arme nucléaire. Truman a été élu depuis 3 mois lorsqu'il a appuyé sur le bouton. Et à ce moment-là, le problème s'est posé. Puisque la configuration est totalement différente, il faut anticiper ce qui risque de se passer, parce que les risques sont quand même énormes. Alors, ils ont développé une manière de penser qui s'appelle « what if », qui est très normale pour des militaires. Qu'est-ce qui se passe si l'ennemi fait ceci ou cela, Et puis, aussi le système qu'on appelle SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunity and Threats. Les forces, les faiblesses, les occasions et les menaces. Et ça, c'est utilisé aussi dans les entreprises. Mais c'était mis au point juste après la guerre. Alors, et c'était vraiment une préoccupation des militaires américains. En France, la prospective s'est développée différemment. Elle s'est développée à partir de 1960, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Là, c'est Gaston Berger. Et puis, il y a eu le plan, l'ardente obligation du général de Gaulle, et toute cette façon de penser à la française, comme quoi faire une planification, ça permettrait de rendre plus cohérent l'action des différents services publics. C'était ça l'idée, la finalité qui était posée, au point que De Gaulle disait que le plan, c'était une ardente obligation pour tous ceux qui œuvraient dans la fonction publique au moins, et même pour le reste de la société. Alors, Gaston Berger, Père Massé qui était commissaire au plan, et puis il y a eu Bertrand de Jouvenel qui a fondé la revue Futurible, et tous ces gens-là parlaient de tendances lourdes et de signaux faibles, pour essayer de détecter ce qui risque de se passer. Depuis, d'ailleurs, moi j'ai plutôt essayé de développer la prospective de la rupture. En tout cas, ça c'est un paysage de prospective impliqué dans les services publics essentiellement, que ce soit côté défense, de l'autre côté de l'Atlantique, ou du côté français par ces personnages, donc Gaston Berger, Bertrand de Jouvenel, Pierre Massé, Louis Armand, etc. Mais maintenant, je vais poser une autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres réflexions qui ont eu beaucoup plus de conséquences sur l'évolution que celles qui sont menées par les professionnels de la prospective? Et là, un professionnel de la prospective, en voilà un autre, c'est Alvin Toffler. Vous avez sans doute entendu parler de ces bouquins et de sa doctrine, la société post-industrielle, le business global, l'âge d'information, les prosommateurs, gens qui sont à la fois consommateurs et producteurs, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Je remonte au début du siècle. En 1907, aux États-Unis, crise financière, et la foule commence à retirer l'argent des banques. Donc, les banquiers n'aiment pas beaucoup ça. Voilà la foule à Wall Street qui manifeste devant la bourse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 1910, une réunion secrète qui a lieu dans une île qui s'appelle Jekyll Island, au large de la Géorgie, avec une dizaine de personnes, dont le sénateur Aldrich, qui était à peu près le seul à comprendre quelque chose aux histoires de finances, JP Morgan, qui avait mis la moitié de sa fortune pour soutenir les cours de bourse au moment de la crise de 1907, donc qui était directement intéressé,
et puis un jeune banquier venu d'Autriche, Paul Warburg. Alors, voilà la réunion en 1910. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, Paul Warburg, en fait, était l'idéologue. Et il dit, voilà, il faut faire comme la Banque d'Angleterre, qui confie l'entière gestion aux mains des hommes d'affaires, sans concéder au gouvernement une part quelconque de la gestion du contrôle. Et l'argument fort, c'est que l'activité de la banque, comme celle de toute autre banque, est fondée sur le crédit. Là, il s'agit de la Banque centrale, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette réunion? Ils vont concevoir la Federal Reserve américaine, c'est-à-dire la Banque centrale américaine. Toute autre banque fondée sur le crédit, que l'évolution des crédits n'a affaire que d'être laissée entre des mains expertes aux professionnels. Le gouvernement doit être tenu à l'écart. Donc là, on sort de la démocratie. On sort de la démocratie, le gouvernement à l'écart, laissez ça aux gens qui connaissent quelque chose, c'est-à-dire aux professionnels. Voilà l'idéologie de Paul Warburg, et c'est ça qui donnera lieu à la création de la Federal Reserve et à toutes les évolutions ultérieures. C'est-à-dire qu'il y a des personnages assez peu connus. Je ne sais pas si dans cette salle quelqu'un avait entendu parler de Paul Warburg, peu connus, qui agissent dans un milieu relativement restreint et qui finalement font évoluer les choses. Alors, je pense que ces gens-là avaient déjà perçu qu'on était dans une transition. Et moi, j'appelle la transition du système technique. Nous avons travaillé, j'étais pendant 10 ans à la tête du service de prospective du ministère de la Recherche. Donc, notre idée, c'est que de temps en temps dans l'histoire, il y a des transitions de système technique, et ces transitions portent sur 4 pôles. Les matériaux et l'énergie, c'est l'axe matérialiste, c'est la révolution industrielle. Et puis, un autre axe qui va de la relation avec la biosphère, le vivant, jusqu'à la structuration du temps. Aujourd'hui, la structuration du temps, c'est la nanoseconde, c'est-à-dire 100 millions de fois plus vite que vos neurones. Quand vous croisez quelqu'un par surprise dans la rue, il vous faut 1/10 de seconde pour le reconnaître. C'est l'aller-retour entre les ondes frontales et les zones visuelles. Là, c'est 10 puissance moins 9 secondes, 100 millions de fois plus rapide. D'où la construction d'industries hallucinogènes, d'où ce qu'a dit Simonin tout à l'heure, ces industries ayant maintenant la capacité de manier des sommes d'argent, des valeurs, etc., sur les plateformes d'échange. Alors, c'est l'axe de l'immatériel. L'axe de l'immatériel, et je pense que dès le début du XXe siècle, il y a des gens qui se sont rendus compte, Paul Warburg en particulier, que c'était de ce côté-là qu'il allait y avoir se construire de nouvelles formes de pouvoir. Nouvelles formes de pouvoir. Alors, il y a un autre personnage, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un neveu de Freud, c'est même un double neveu de Freud, qui écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda en 1928. En fait, il commence ses activités à la fin de la Première Guerre mondiale. Le bouquin a été traduit en français en 2007, ce qui montre la vigilance des éditeurs de notre cher pays. Alors, la question qui se pose, c'est comment utiliser les découvertes de son oncle, Freud, pour manipuler le psychisme des foules, et en particulier des clients qui vont acheter les produits des entreprises. Alors, il va aux États-Unis, il fonde une petite officine qu'ils appellent le Relations publiques, et l'un de ses premiers clients, ce sont les fabricants de cigarettes qui lui disent « ça ne va pas. Ici, aux États-Unis, les femmes ne fument pas. C'est la moitié de notre clientèle potentielle qui nous échappe. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» Alors, Bernard dit « bon, je vais voir. » Il va consulter des amis psychanalystes. Il dit « la cigarette, ça représente quoi ?» On n'a pas besoin d'être un grand psychanalyste pour savoir le genre de réponse que font les psychanalystes. Il dit « oh, très bien. » Il y avait tous les ans un grand défilé dans New York. Il loue les services de quelques jeunes femmes qui, au moment où elles passent devant les journalistes, les caméras, sortent de leur jartel une cigarette, l'allument
la brandissent et crient la torche de la liberté. Les suffragettes se mettent à fumer. C'était gagné. Et, et donc Bernays devient, dans les années folles, un peu la coqueluche du monde des affaires américain. Alors c'est d'abord les fabricants, et puis c'est ensuite les financiers. Et ça se termine par la grande bulle financière de 1929, crise financière catastrophique, s'il en est. Et puis, après la crise de 1929, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bernays trouve un nouveau lecteur qui s'appelle Goebbels. Et Goebbels est en effet le ministre de la propagande. Le livre de Bernays s'appelait La propagande, propaganda. Et vous savez l'efficacité de la propagande de Goebbels, qui a fait d'ailleurs que l'invasion de la France, Goebbels, quand il est arrivé à Paris, a dit c'est extraordinaire, on a pu rentrer dans Paris sans tirer un coup de feu. C'est-à-dire qu'il y avait une acceptation, la propagande avait fonctionné, c'était ce qu'on appelait à l'époque la 5e colonne. Donc Bernays, puis Goebbels, son élève, si on peut dire, avait défini une certaine manière de manipuler le psychisme des foules. Alors à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Truman qui est président, qui succède, qui était l'adjoint du président, et il n'est pas élu depuis 3 mois, qu'il appuie sur le bouton Hiroshima et Nagasaki le mois d'après. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à ce moment-là, conscience que les problèmes stratégiques ont changé de nature, et il constitue une unité de prospective qui est dirigée par le dénommé Herman Kahn, qui est le grand prospectiviste le plus connu aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait le Hudson Institute et la RAND Corporation, ce qui veut dire Research and Development, RAND, la RAND Corporation. Mais en fait, ces gens-là vont réfléchir essentiellement aux problèmes de défense. Ça va être récurrent, comme le disait Simona tout à l'heure, la CIA et la NSA publient régulièrement leurs évaluations de l'avenir. Enfin, ce n'est pas leurs évaluations de l'avenir, en fait, c'est ce qu'ils veulent que le lecteur croie de l'avenir. Donc, là, on est entré dans un autre système où l'information et le discours sur le futur devient un discours stratégique de manipulation. Bernays n'est pas mort. Bernays va mourir d'ailleurs très, très, très âgé après avoir servi les États-Unis dans leurs actions contre les contras en Amérique latine, continuer à manipuler les psychismes partout. Mais en fait, le véritable maître à penser de l'après-guerre, il s'inspire plutôt de la réunion de Jekyll Island, c'est Keynes. C'est Keynes. Le plan Marshall, qui ici est interprété comme un grand geste de générosité. Le plan Marshall, ça consistait à injecter des dollars en Europe pour qu'ils reviennent sous forme de commandes à l'industrie américaine. Et c'est ce qui a fonctionné. Donc 13 milliards de dollars. En même temps, lancement de l'ISO, c'est l'organisme mondial de normalisation. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ça fonctionne, la structuration. Vous allez avoir sur Internet la même chose, c'est-à-dire que les Américains vont contrôler non pas ce qui se dit sur Internet, mais la structuration du système Internet. Moi, j'ai assisté, j'étais à la fin de mes études aux mines, mais je passais 1 an chez IBM. Et cette année-là, IBM avait lancé une série nouvelle d'ordinateurs qui s'appelait 360, mais surtout, ils avaient lancé l'octet, c'est-à-dire le fait que toutes les informations vont être mises sur des mots de 8 bits, dont 1 bit de parité, ce qui veut dire que ce qui fonctionne là-dessus, c'est l'alphabet anglo-saxon. Nous, Européens, quand il faut les accents circonflexes, le umlaut, le point d'interrogation inversé pour les Espagnols, il faut 2 octets. Donc
l'alphabet anglo-saxon, plus particulièrement ce qu'utilisent les Américains, devient la norme mondiale grâce à ce geste qui n'a l'air de rien. C'est ça un peu le fond de mon discours, c'est-à-dire que les choses importantes arrivent, c'était à pas de colombe, disait Nietzsche, non? C'est ça? Et d'une façon assez indétectable. Donc, je dirais, si on veut faire vraiment de la prospective, il faut une certaine vigilance sur des choses qui peuvent apparaître comme des détails. Alors évidemment, la décision importante, juillet 1944, un mois après le débarquement, donc les guerres n'ont pas fini, 40 nations se réunissent à Bretton Woods. Et qu'est-ce qu'ils disent à Bretton Woods? Eh bien, il y a un conflit de doctrine. Un conflit de doctrine entre Keynes, qui est ici, et le représentant américain qui s'appelle White. Keynes disait qu'il faut faire une monnaie mondiale, il voulait appeler ça le Bancor. Et White disait, bon, il suffit de dire que toute monnaie qui est convertible en or vaut de l'or. Donc ça suffira, ce n'est pas la peine d'avoir une nouvelle monnaie. En fait, comme les États-Unis avaient accumulé tout l'or européen, parce que les gens étaient allés le planquer là-bas, ils étaient dans les caves de la Banque centrale de New York en particulier, donc c'est eux qui avaient l'or. Alors, cette évolution, 40 pays, la guerre n'était pas terminée, donc c'était préparé depuis 2 ans, ce qui voulait dire une certaine, quand même, là, une certaine capacité d'anticipation. Parce que ça veut dire que dès lors que Hitler est parti en Russie, ils se sont dit, l'analogie avec Napoléon, il va se casser la figure, c'est le moment de préparer la suite. Disons, et évidemment, une réunion de 40 pays autour d'une table à Bretton Woods, c'est pas facile à organiser. Alors, il y a quelqu'un, un philosophe allemand, en 1953, et d'ailleurs était proche des nazis, comme chacun le sait, mais c'est un philosophe qui est très profond, très abstrait. Et Heidegger dit l'essence de la technique, il n'y a rien de technique, et ça nous avait beaucoup surpris. L'essence de la technique est l'être lui-même. Et pour un philosophe qui a passé toute sa vie à chercher l'être, on se dit, il va se trouver dans la technique. C'est quand même bizarre. Et l'essence de la technique moderne, c'est le Gestell, c'est un mot qui est composé, qui forme à l'occasion, c'est la réquisition au nom de la raison. En gros, le raisonnement est le suivant. Sous prétexte des besoins de l'homme, on réquisitionne la nature, et pour réquisitionner la nature, on réquisitionne l'homme lui-même. Donc tout le monde est comme possédé au sens des sorciers par ce processus de réquisition. Donc il dénonce en quelque sorte un acte de sorcellerie planétaire dans cette évolution de la technique moderne, dans son sens. Puis, quand il essaye de retrouver des choses qui lui paraîtraient souhaitables, il parle du vieux pont de bois sur le Rhin et des choses qui sont un peu du retour au passé. Il ne voit pas tellement dans l'avenir. Alors en 1971, la France demande aux États-Unis la conversion de 4 milliards de dollars en or. La France était présidée à l'époque par Pompidou, ancien de la Banque Rothschild, bien au courant des questions monétaires. Et en plus, je pense que Pompidou, qui avait vécu mai 68, le départ du général de Gaulle, etc., se disait quand même, les Américains au Vietnam, ça charrie. On va leur pomper une partie de leurs réserves, ça va les inciter à s'arrêter. Nixon, le 15 août, c'est toujours le 15 août qu'on fait les mauvais coups, parce que tout le monde est en vacances. Nixon, le 15 août, prend la parole à la télévision, il dit « Il y a des vilains spéculateurs, provisoirement, le dollar n'est plus convertible en or. » Le cours officiel défini à Bretton Woods, c'était 35 dollars l'once d'or. Dans la salle, là, quelqu'un sait quel est le cours de l'once d'or aujourd'hui? Non? Vous voyez? 1400. Donc la valeur du dollar était divisée par 40 en 40 ans.
C'est pas l'escroquerie du siècle, c'est l'escroquerie du millénaire. Donc, Nixon, qui était un filou, c'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Je vais rapidement, je saute. je saute les événements, mais ça, vous savez ce qui s'est passé en 1990, parce que vous étiez tous nés. Hein. Là, Jean-François, il n'était pas né au début du siècle, moi non plus d'ailleurs. Donc, Gorbatchev dit à Colin Powell, je suis désolé, vous venez de perdre votre meilleur ennemi. C'était vrai. Ils se connaissaient bien. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les uns et les autres avaient un peu la même vision des problèmes stratégiques. Ils se faisaient des niches dans leurs services secrets. Ils faisaient même des films, James Bond, sur le sujet. Donc, tout ça fonctionnait. On était dans un univers bien connu. Et il s'excuse. Il dit, vous venez de perdre votre meilleur ennemi, parce que c'est un ennemi structurel qu'on connaissait bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 1993, 3 ans après, Huntington, qui avait été secrétaire du Conseil de défense sous Kissinger, et qui était devenu prof à Harvard, publie son bouquin, qui est Le choc des civilisations. Donc, ils disent, l'ennemi, c'est plus la Russie, c'est plus l'URSS, il n'y a plus d'URSS. Qu'est-ce que c'est? L'islam. Éventuellement allié à la Chine, on ne sait pas trop. Hein. Voilà. Donc il dit, on était dans une guerre entre puissances, hein, on va passer une guerre de religion. Il dit explicitement dans son bouquin. Donc ça fait encore partie des prédictions autoréalisatrices, parce qu'en 1993, il n'y avait pas les attentats dans la rue qu'on vient de voir. Hein. Donc comment ça se fait que les prédictions comme ça deviennent autoréalisatrices? Intéressant. Et puis, bon, il y a des gens qui ont quand même regardé ça d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous connaissez Naomi Klein, la journaliste canadienne, là. Je vous conseille vivement, c'est en vidéo sur Internet aussi, La stratégie du choc. Et John Perkins, alors ça, c'est un témoin important, parce qu'il était employé par la CIA, enfin par les services américains, notamment en direction des gouvernements d'Amérique du Sud, au temps où les États-Unis contrôlaient. Hein. Il y a l'histoire du Chili, du Guatemala, enfin tout ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que normalement, il devait persuader ces gouvernements de faire la politique qui ouvrait la porte à toutes les grandes entreprises américaines sans faire trop de problèmes. Et puis, si les gouvernements refusaient, eh bien, à ce moment-là, les gens de la CIA intervenaient. Et puis, là, justement, un des chefs d'État, je crois que c'était au Honduras, avec lequel il s'était lié d'amitié, eh bien, a un accident d'avion. Hein. Et il connaissait la source de l'accident d'avion. Et ça l'a profondément choqué, au point qu'il a publié ses mémoires, les confessions d'un assassin financier. Et là, il raconte comment ça se passe. C'est-à-dire comment la CIA entraîne ses agents à, effectivement, ouvrir les portes à ce que Jean-François expliquait tout à l'heure. Hein. Non pas seulement dans les États-Unis, mais là, c'était essentiellement dans l'Amérique latine et éventuellement dans d'autres pays. Je pense que les actions en direction de l'Europe ne sont pas encore terminées. Vous avez entendu parler de la négociation du traité transatlantique et de tout ce qui se passe. Alors aux États-Unis aussi, il y a une très grande proximité entre les auteurs de fiction et les auteurs de prospective, et même le gouvernement. Robert Heinlein, qui est ici, un des auteurs de fiction connus aux États-Unis, était conseiller personnel du président Reagan. Vous n'imaginez pas ici un président, ou en Allemagne, un président qui a conseillé un auteur de science-fiction. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Il y a une espèce de rêve de fiction, et ce rêve de fiction va assez loin, car en fait, la prospective, c'est un récit racontable du futur. Ça sera proche de l'école de pensée, de l'ethnométhodologie, qui a été fondée par Garfinkel, dont le représentant en France était Yves Le Cerf.
fait un livre de prospective absolument visionnaire qui s'appelle Les dictatures d'intelligentsia avec son collègue Parker qui était plus comme Jean-François impliqué dans les conseils d'entreprise. Alors récit racontable, c'est vrai que Verne ou Asimov, c'est des récits racontables du futur. Hein. Ça a très bien marché. En même temps, il y a des gens qui font un récit racontable, voilà, qui disent « Nous allons réorganiser l'information du monde ». Oui. Larry Page et Sergey Brin. 20 ans après, c'est fait. C'est Google, les fondateurs de Google. Donc ils commencent par faire leur récit. Ils font ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Alors, je ne parlerai pas longuement des transhumanistes, parce que c'est, je dirais, ce récit de fiction mécaniste avec la mobilisation de Gestell à heideggerien, poussé jusqu'à son extrême logique, ça donne quoi? Ça donne Kurzweil. On va vivre plusieurs centaines d'années, on va peut-être même devenir immortel, on va guérir ça, on va avoir des prothèses un peu partout. Et si ça continue, on va ressembler à Robocop. Parce que la fiction hollywoodienne, évidemment, c'est saisi. Alors, il faut savoir que leur idée, c'est qu'en 2040, les ordinateurs, c'est un énoncé prospectif, en 2040, le système d'information sera plus intelligent que l'espèce humaine. C'est ce qu'ils appellent la singularité. Et ils ont fait une université de la singularité qui est accueillie dans des bâtiments de la NASA et qui est financée par Google. Dans l'état-major de Google est très proche des transhumanistes. Et d'ailleurs, Kurzweil, il est employé, il est conseiller scientifique de Google. Il faut savoir que ce discours prospectif existe. On peut être ou non d'accord avec ça, mais ça existe. Néanmoins, les données concrètes, elles sont là. Dans 10 ans, 75% de connectés sur toute la planète. Alors, vous voyez à peu près, ça c'est la partie européenne, on est déjà à 70. Ça c'est la partie asiatique. Bon, ils frisent les 50. Et puis, vous voyez, l'Amérique du Sud, c'est pas si mauvais, hein, ils sont 50, 60, certains 75 pour l'Argentine. Canada et USA, ils sont évidemment très bien équipés. Et puis, dans l'Afrique, c'est très inégal. Vous avez certains pays comme le Maroc qui sont très équipés, très connectés à Internet. Maroc, Tunisie, Égypte. Et puis, si vous allez dans les pays du centre, Burkina Faso, etc., vous tombez à 5 à 10%. Donc, ils sont en train de rattraper, de se mettre. C'est un point très intéressant, parce que ce qui est en train de se passer aussi en Afrique, il faut le savoir, et notamment, ça a démarré au Kenya, c'est que ça devient un instrument de paiement. Donc, vous savez que Apple est en train de commercialiser la possibilité de payer sur son portable. Et les premiers usagers, c'est intéressant, ça court-circuite le système bancaire. Et d'ailleurs, Apple a un peu pris quelques délais avant d'annoncer qu'il allait sortir ces moyens de paiement, parce qu'il voulait ne pas déclencher une guerre avec le système bancaire, vu la puissance des banquiers. Alors tout ça, ça donne non plus le hard power, qui était celui des armes classiques, mais ce que Joseph Nye, qui est conseiller d'Obama et prof à Harvard, dit être le soft power. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant, car en effet, ce soft power, il est déjà très largement en fonctionnement. Et les codes ASCII dont j'ai parlé tout à l'heure, l'Unicode, etc. Et puis, vous avez évidemment la perplexité de Davos, la planète court à 7 quarts d'un côté, les perspectives sont bonnes de l'autre. Elle est tout à fait caractéristique, car évidemment, ces milieux-là ont intérêt, d'une certaine manière, à tenir un discours ambigu, de manière que le public se dise, oui,
ils sont bons et puis ils sont mauvais à la fois. On ne sait pas sur quel pied danser, mais on ne peut pas faire autrement que de les laisser continuer. Hein. C'est un peu ce que disait Jean-François tout à l'heure. Les valeurs de résolution ne sont pas là. Mais cependant, il y a des auteurs qui se sont lancés dans l'effondrologie. Le plus connu, c'est Jared Diamond. Donc c'est essentiellement une effondrologie sur l'idée d'anthropocène, hein, dont Jean-François a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, nous sommes les apprentis sorciers, nous allons détruire la planète et nous allons nous effondrer comme bien d'autres civilisations se sont effondrées avant nous. Hein. Les Mayas, etc. Hein. Naomi Oreskes a fait une version très courte, mais très, très intéressante avec son co-auteur Conway qui est à la NASA. Et puis Tenter, lui, il dit les sociétés sont effondrées sous leur propre complexité. Et il cite le cas de l'Empire romain. Alors, bon, on peut penser ce qu'on veut, mais Tenter, c'est un auteur intéressant, parce que il a peut-être raison, il a peut-être tort, mais l'idée que la complexité, à un certain degré, devient non maîtrisée ou non maîtrisable par la population, c'est une idée qui mérite d'être prise en considération. Voilà. Alors, bon, Jean-François parlait du rapport Meadows. Ça, c'est Meadows, il y a 2 ans. Quand il a fait son rapport, il avait 29 ans. Il est venu à Paris il y a 2 ans pour lancer le 30 Years Update de son rapport, qui était traduit en français, préfacé par Jean Covici. Et Meadows est furieux. Il dit, voilà, on avait prévu ça. Hein. Là, vous voyez, 2000, 2100. Hein. Et c'est en train de se réaliser. C'est en train de se réaliser. Les courbes sont bien ce qu'on avait prévu dans notre modèle. Et comme il n'y a personne en face de lui pour donner des éléments de solution, si il y avait une personne dans la salle qui était là, c'est Bernard Liétard. Je vais en parler tout de suite. Alors effectivement, il y a des effondrements. Hein, voilà, Detroit. Et puis voilà une carte de toutes les villes qui ont des problèmes d'effondrement, les Shrinking Cities, une carte élaborée à l'OCDE. Et puis il y a ce livre extrêmement important qui a été fait par un Chinois qui s'appelle La guerre des monnaies, dans lequel il reprend l'histoire depuis le XIXe siècle sur effectivement toutes les manipulations monétaires et la façon dont, je dirais, les gens comme Warburg, dont se parlait au début, ont véritablement gouverné sans avoir aucun mandat de gouvernement, parce qu'ils gouvernaient sur les outils que les gens utilisent pour faire leurs transactions. Alors voilà, Liétard fait une approche probabiliste de la monnaie, et il dit en gros, le système économique, c'est un système vivant. Dans un système vivant, il y a constamment des messages qui s'échangent. Et d'ailleurs, quand les cellules ne reçoivent plus de messages, elles se suicident, c'est l'apoptose. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette question. Mais il n'y a pas un seul véhicule de message, une multiplicité de vecteurs qui transmettent des messages à l'intérieur des corps ou à l'intérieur des écosystèmes. Comment se fait-il qu'on essaye de faire un système économique dans lequel toutes les monnaies soient convertibles et soit possible de confondre avec une seule monnaie dominante? Ça ne peut pas marcher. Donc il dit il faut des grandes monnaies, peut-être, il faut aussi des petites monnaies qui résolvent les problèmes du quotidien. Et en effet, les petites monnaies, il y en a. Voilà le bouquin de Philippe de Ruder, et voilà une liste de petites monnaies. En fait, il y en a plusieurs milliers. Liétard avait compté qu'il y en avait à peu près 5000 dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est le cas de Wörgl. Wörgl, en 1933, 4000 habitants, dont 1300 chômeurs, pauvreté générale, on sait à quel sein se vouer. Le maire a une initiative,
Il dit, je vais émettre une monnaie et je me paierai moi-même en partie avec cette monnaie. Et voilà le billet en question. Et donc, ils ont fait des tas de choses. Ça a fonctionné. Au bout de quelques mois, la ville reprenait vie. Ils ont fait planter des arbres, reboiser la forêt, nouveau pont en ciment, construit avec de l'argent libre, fait des asphaltages, etc. Mais comme on était en pleine crise après 1929, les autres villes autrichiennes regardaient Vogue et disaient c'est intéressant, on pourrait peut-être en faire autant. Et la Banque centrale autrichienne a saisi la Cour suprême qui a dit illégal, arrêtez. Et le résultat, c'est peu de temps après, l'Anschluss. Ils ont dit de l'autre côté de la frontière, il y a des gens qui marchent au pas, ça va peut-être nous tirer d'affaire. Et vous savez à quel point l'Anschluss a été bien accueilli par la population autrichienne. Voilà. Alors aujourd'hui, on a ça. Hein. Et puis, passage de la pyramide des âges à la toupie. Donc 2000, 2050. Vous voyez que les rapports entre les classes d'âge changent. Ils vont changer très fort. Et voilà les migrations. Donc on immigre dans les zones rouges, on émigre des zones vertes. Mais si on regarde les choses de plus près, il y a une étude cette année à l'OCDE qui s'appelle Surviving Livelihood for All. Est-ce qu'on peut avoir des systèmes de survie, d'environnement pour la survie, pour toute la planète. Et puis, en regardant de plus près, ils ont dit, mais enfin, il y a déjà des migrations, il va y en avoir encore plus. Et le facteur de migration principal, ce n'est pas de degrés de plus ou de moins. Entre l'été et l'hiver, entre moins 20 et plus 30, il y a des écarts de plus de 50 degrés. Ce n'est pas de degrés de plus ou de moins qui vont nous mettre dans l'inconfort. Le problème de la montée des eaux, oui, mais enfin, la montée des eaux, c'est de l'ordre du mètre. On sait quand même construire sur pilotis ou faire des habitats flottants, sur des barques ou autre chose. Non. Le facteur principal qui va engendrer les migrations, c'est la sécheresse. Les zones de sécheresse. Alors, voilà, quelles sont les zones de sécheresse ? Le pourtour de la Méditerranée. Le GIEC a fait une évaluation l'année dernière. Ça, c'est une carte plus ancienne qui a été publiée en 2005 dans l'Atlas du XXIe siècle de Nathan. C'est dire que l'alerte existait. Donc vous avez la sécheresse par là, dans les zones brunes. Les zones bleues, c'est là où il va pleuvoir davantage. Vous avez évidemment la sécheresse en Australie, sur le bas de l'Afrique, mais pas dans le Sahel, contrairement à ce qu'on pourrait croire intuitivement. Mais le pourtour de la Méditerranée est touché. D'ailleurs, vous avez déjà de la sécheresse en Espagne, vous en avez dans le Maghreb, vous en avez en Grèce. Et puis, évidemment, là, il y a l'Inde. Et l'Inde, c'est quand même c'est le milliard d'habitants. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il y a des sécheresses ? Vous savez, il y a 15 000 ans, le Sahara était une savane arborée. Actuellement, le Sahara, c'est un désert. Il y a encore les fresques de Tassili qui montrent bien des scènes de chasse, des lacs au Sahara. Les gens sont partis. Ils sont partis où ? Ailleurs, en Égypte, au nord de la Méditerranée, etc. Vous savez que déjà, il y a des photos du 19e siècle qui montrent le sud tunisien, une forêt. Aujourd'hui, c'est le sud tunisien, du sable. Donc, le phénomène est en train de se produire et ils se sont demandé à l'OCDE, mais ça va concerner combien de personnes ? Réponse, des centaines de millions. Ouais. Alors, si c'est 3 000 personnes à la frontière, on peut peut-être gérer. Si c'est des centaines de millions, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je vais publier un article sur ce sujet qui dit, là, ça suppose des grands travaux. Il y a déjà une partie de paysans chinois qui est allé cultiver en Sibérie, qui a monté. Parce qu'évidemment, les régions
les régions polaires vont avoir des augmentations de température qui sont pas de plus 2, mais plus 5, voire même peut-être plus 10. Ça, c'est les modèles anciens de boules d'air dès les années 90 qui disaient ça. Donc ça veut dire qu'il y a des zones cultivables, ou des zones qui deviennent cultivables en Scandinavie, en Sibérie, au Canada. Mais, je veux dire, s'il y a des migrations massives, en centaines de millions, ça veut dire qu'il faut faire des aménagements. Sinon, ça veut dire un état de guerre, mais de guerre terrible, avec des dizaines de millions de morts, auprès desquels les guerres que nous avons connues sont des petites choses. Bon, aujourd'hui, faire des infrastructures d'accueil qui fonctionnent dans des zones qui actuellement sont froides mais qui sont en train de se réchauffer, c'est pas possible, parce que c'est ce qu'on appelle les biens communs, les commons. Et les biens communs, comme l'a expliqué Jean-François tout à l'heure, les entreprises vont se mettre dans les paradis fiscaux, ils font de l'optimisation fiscale pour prendre le vocabulaire des comptables, donc le financement des biens communs, il est en déclin. Les nations peuvent éventuellement prendre des décisions, mais à ce moment-là, elles s'endettent. Et comme vous le savez, elles ne s'endettent pas auprès de leur banque centrale, mais auprès du marché financier. Donc actuellement, le système financier, et je dirais même le système monétaire, est tel qu'on ne peut pas résoudre le problème que je viens de poser, c'est-à-dire les centaines de millions de migrants. Donc il va falloir songer à changer ce système. Voilà. Alors, voilà, urgence écologique. Alors, je termine, ça c'est la quantité de monnaie. Alors, ce qui est intéressant si on regarde, c'est que quand même, l'espèce humaine est la gardienne des écosystèmes, et on aboutit à un concept qui s'appelle le jardin planétaire. Le jardin planétaire, alors voilà ce que dit Vincent Cailbeau comme transformation de Paris. Vous reconnaissez la rue de Rivoli, ça c'est la porte d'Aubervilliers, ça c'est le front de Seine, voilà. Donc il y a des architectes qui imaginent des choses, et puis surtout, du point de vue de l'anticipation, c'est-à-dire éthique, on va parler d'éthique ce soir, c'est l'éthos. Il y a une discipline qui étudie l'éthos qui s'appelle l'éthologie. Le livre le plus connu, le premier livre connu, c'était Le singe nu de Desmond Morris. Le deuxième, le zoo humain, est encore plus intéressant pour nous. Il y a évidemment Konrad Lorenz sur le comportement animal et humain, et puis Franz de Waal, la réconciliation chez les primates et l'âge de l'empathie. Donc là, on a, je dirais, des pensées scientifiques sur l'humain et, je dirais, le règne animal et même végétal en général. Alors, quelques images d'empathie pour terminer. Et voilà, effectivement, ce que je conclus.